Depuis leur premier long métrage, Toy Story, sorti en 1995, les studios Pixar se sont imposés non seulement en termes d'animation numérique, mais également de films en général. Pixar m'a toujours plu pour sa façon d'aborder des sujets divers au travers de films qui utilisent complètement la forme artistique qu'est l'animation, parce que l'animation n'est pas un genre. People think of animation only doing things where people are dancing around and doing a lot of histrionics, but animation is not a genre. And people keep saying, the animation genre. It's not a genre. Animation is an art form. Pixar crée des films d'animation fantastiques qui émerveillent les petits et les grands, et j'aimerais aujourd'hui me concentrer sur un film qui déjà est mon préféré du studio, mais représente à mon avis un véritable pivot de leur direction artistique. Réalisé par Brad Bird, Les Indestructibles est un film sorti en 2004. Il a nécessité 4 ans de travail chez Pixar après que la Warner ait abandonné l'idée du projet en 2000, et pendant la production des Indestructibles, Pixar a eu le temps de sortir Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo. Ces deux films, comme les films précédents que sont les deux premiers Toy Story et Billy and Pat, représentent à la perfection la direction artistique des histoires de Pixar. Parler des marginaux. Le studio était encore jeune à cette époque, et leurs films, aussi innovants et inventifs soient-ils, avaient la même ambition. Parler des personnes à part. Des jouets qui prennent vie, des poissons qui ont des problèmes paternels, et d'autres choses par la suite comme le monde des morts ou bien la vie des émotions dans notre tête. On peut rapidement analyser l'ambition du studio en disant simplement que Pixar cherche à parler du monde des petits gens, de ceux qu'on ne voit pas. Il cherche à proposer plusieurs visions d'un même monde, le nôtre avec des points de vue inhabituels. Pour la première fois, avec Les Indestructibles, le studio brise ça. Il parle de personnes avec des points de vue d'humains comparables aux nôtres, sur un monde qu'on connaît déjà très bien. Les Indestructibles racontent l'histoire de la famille Indestructible, une famille de super-héros à la retraite avec Robert Parr ou Bob, alias Monsieur Indestructible, qui possède une force surhumaine, Helen Parr, alias Elastigirl, qui peut modeler son corps comme elle le souhaite, leur fille aînée Violette, qui a la capacité de devenir invisible et créer des champs de force, leur fils Flèche, qui court très vite, pouvoir aussi connu sous le nom de hyper vitesse dans le jargon, et enfin, le dernier Jack, qui est supposé être le seul normal. Le vénard. Le film parle de Bob qui veut renouer avec sa gloire passée, situé dans une époque où les super-héros étaient adulés par le peuple, dans la fin des années 40. Il y en avait plein, de toutes sortes, ils sauvaient des gens, c'était vachement cool. Le film est introduit par cette période bénite avec des héros qui sauvent des gens et des chats, puis nous plonge 15 ans plus tard dans une époque où les super-héros ont eu beaucoup de problèmes avec la justice et ont dû arrêter leurs activités héroïques. C'est donc dans ce nouveau climat déprimant que Bob, devenu un père de famille rangé avec sa femme Hélène, va finalement être appelé pour des missions secrètes qui lui permettront de devenir le super-héros qu'il a toujours voulu rester. Ça m'énerve. Et péripéties, conflits, secrets, révélations, problèmes, méchants, bref, allez voir ce film, c'est de la bombe. Aparté. Je ne pense pas que vous ayez spécialement besoin d'avoir vu le film pour comprendre le propos de cette vidéo. Je ne vais pas spoiler, c'est-à-dire que je ne vais pas donner la fin cruciale du film, mais je vais cependant parler de certains moments clés, donc peut-être qu'il est préférable d'avoir vu le film avant. Enfin, je dis ça, je dis rien. Vous faites votre vie. Fin de l'aparté. C'est la première fois chez Pixar, après avoir parlé de jouets, d'insectes, de monstres et de poissons, qu'on parle d'humains. Cette démarcation est d'autant plus évidente quand on sait que le studio avait appelé Brad Bird pour essayer de sortir Pixar de sa zone de confort. When John Lasseter, Steve Jobs and Ed Catmull talked to me about coming up here, they said, "We're worried about becoming complacent. We want you to come in here and kind of shake it up a little bit." Après leurs 5 premiers films, tous des grands succès, ils sont allés chercher Brad Bird pour ne pas se reposer sur leurs acquis, pour essayer d'innover, comme Toy Story l'avait fait 10 ans plus tôt. Les Indestructibles étaient avant tout un défi technique, montrer des humains, des personnes réelles, et en termes d'animation numérique, c'est compliqué. Aujourd'hui, représenter des foules n'est pas un problème, même avec la nouvelle trilogie de la planète des singes, on nous a prouvé avoir atteint un certain degré de réalisme. Mais en 2004, on n'en était pas là. On galérait un max. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous voyons des visages à longueur de journée et que n'importe quelle anomalie sera remarquée à la seconde. Sauf que tout le film est parsemé de moments extrêmement difficiles à animer, techniquement parlant, pour cette raison précise. On a par exemple la discussion dans la voiture entre Bob et son ami Lucius, alias Frozone et ancien super-héros comme lui. Ce genre de moment est plus facile à filmer avec des acteurs qui n'iront pas à réfléchir pour faire comprendre une émotion avec leur visage ou leur tic de comportement. Ils le feront instinctivement. Là, les animateurs doivent absolument tout contrôler, et c'est normal parce qu'ils ont toujours dû tout contrôler. Mais quand il s'agit de dessiner un loup excité sur une table, c'est plutôt un bon support pour faire comprendre l'excitation. Mais montrer une discussion banale entre deux hommes qui se remémorent leur gloire passée, la tâche est plus complexe parce que, comme je l'ai dit, la moindre anomalie dans leur mouvement ou leur regard nous sautera aux yeux. Les animateurs font office d'acteurs au final, s'enregistrant dans une pièce isolée pour comprendre la façon dont des personnes bougent.
Et dans un film sur des poissons, l'erreur est tolérable parce que nous ne voyons pas des poissons à longueur de journée, mais sur des humains, la barre monte d'un cran. Et puis même certains plans qu'on penserait simples ont nécessité des mois de travail. Ce plan a pris entre 2 et 3 mois de travail pour un gars. Et quand vous regardez cette scène, vous voyez les deux protagonistes en train de discuter tandis que les animateurs se focaliseront sur le costume et sa densité et la façon dont il bouge dans l'espace parce que c'est ça qui a pris le plus de temps et qui fut le plus complexe à faire dans toutes les étapes de cette scène. Il y a beaucoup d'autres soucis que le film a rencontrés, comme la façon dont on va pouvoir faire comprendre que le train que Bob arrête est puissant ou que la machine qu'il cherche à détruire est lourde et le tout sans compromettre le fait que c'est Monsieur Indestructible et que Monsieur Indestructible, il est fort. Ça fait mal. Ces petits détails ne sont pas faits pour attirer l'attention du public, mais sont primordiaux pour justement croire au film qu'on regarde. On connaît le monde dans lequel ces personnages évoluent, et nous ne sommes pas émerveillés par un univers dont on ignore tout. Les Indestructibles est bourré d'allusions au réel, le suicide d'un employé au début du film, des lieux comme le bureau de Bob ou l'école des enfants, le concept du licenciement, le mariage et le divorce, les procès, les journaux, et même des scènes du quotidien comme le dîner de famille chaotique ou encore ces disputes entre Bob et Hélène. Mais alors, à quoi ça sert de se rajouter une complexité supplémentaire avec des éléments qui, s'ils sont mal faits, perdront le spectateur? Qu'est-ce que ça nourrit? Le quotidien. Le film parle du quotidien, il confronte le quotidien aux événements héroïques. C'est d'ailleurs l'une des intentions premières de Brad Bird pour ce film, et c'est visible tout du long. On a le moment en pleine infiltration où Hélène se regarde dans le miroir, le moment où Bob se bloque le dos, à mal, puis se le débloque par hasard en pleine prise d'otage de la part d'une machine tueuse, et puis il se gag bien sûr. Et il y a toujours cette relation entre le quotidien et le super, et cette notion arrive à son paroxysme lors de la bataille finale où tout l'enjeu de cette bagarre est de mettre la main sur la télécommande contrôlant le robot qui veut détruire la ville. C'est une famille qui se bat pour avoir la zapette. Mais ce lien entre quotidien et super ne sert pas uniquement l'humour du film. Par exemple, la scène où Flash court pour échapper au vilain dans le début du 3e acte est formidable. En bref, sa sœur et lui sont pris d'assaut, mais ils décident d'utiliser leur pouvoir pour s'en sortir. C'est la première fois qu'ils les utilisent vraiment, parce que leurs parents leur ont toujours interdit d'en faire usage. Flash court à toute vitesse, et c'est une course-poursuite effrénée qui démarre entre les méchants qui veulent le tuer, et lui qui court pour s'échapper. Et la séquence, intense au possible, est remplie de découvertes que Flash fait en utilisant ses pouvoirs. Il découvre sa rapidité dans les coups de poing qu'il peut donner aux méchants, mais aussi qu'il est assez agile pour les éviter. Et il découvre également qu'il peut courir sur l'eau. Tous ces éléments ne montrent pas seulement un super-héros qui échappe à des méchants, mais un jeune homme qui se découvre. C'est dans ce sens que Les Indestructibles fait grandir. C'est un film qui parlera à des adultes en pleine crise de la quarantaine et à des enfants qui cherchent à être exceptionnels. Il parle de comment on grandit tout au long de notre vie. Le film est d'ailleurs construit de cette manière. Il s'ouvre sur du calme avec 3 interviews entrelacées de Monsieur Indestructible, Elastigirl et Frozone. Tous les 3 parlent de leur quotidien de super-héros. On a Monsieur Indestructible qui dit vouloir que les gens le laissent tranquille avec ses actions héroïques, Elastigirl qui refuse de se ranger et Frozone qui passe pour un gros dragueur. Au final, Robert Parr, on le laissera tranquille et il ne sera pas heureux, Hélène Parr se rangera comme une mère de famille idéale malgré ses convictions d'antan, et Frozone est particulièrement attaché à sa femme. Ils sont tous les 3 devenus le contraire de ce qu'ils défendaient au début du film. Brad Bird nous parle et nous dit qu'on doit grandir et comprendre la réalité qui nous attend dans le futur. Dans ce film, on réussit, on se plante, on se remémore et on grandit comme ça. Pour les enfants comme pour les adultes, on apprend de nos erreurs et des erreurs des autres. Je vois Les Indestructibles comme un conte moderne, où on peut y trouver un message à tout âge, et non seulement il apprend au public comment grandir, mais également à Pixar comment ils ont dû grandir eux aussi. Sans Les Indestructibles et leurs animations d'humains, il n'est pas sûr qu'on aurait pu avoir une ribambelle d'autres films comme Lao ou encore Coco qui mettent en scène des vraies personnes. Ce film ne fait pas qu'une seule chose, il en fait plein, il représente un pivot dans l'histoire du studio et peut représenter un pivot dans la vie de ses spectateurs. Il parle de tellement de choses et on pourrait nourrir des études entières sur ce film en prenant comme angle la place de la femme, la mise en scène cinématographique ou encore la construction scénaristique juste brillante. Mais je pense que ce que tous ces éléments permettent de nous enseigner, c'est qu'il existe un plaisir à grandir à toute période de sa vie. L'animation n'est pas que pour les enfants, c'est une forme artistique qui délivre un message profond pour quiconque a un cœur qui bat. Ça fait grandir et ne croyez pas que c'est un genre limité, parce que c'est faux. And next time I hear, what's it like working in the animation genre? I'm gonna punch that person. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est très gentil. N'hésitez pas donc à liker si ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus concis, le plus précis possible, tout en étant complet, parce qu'à la base, il y avait une analyse d'environ 15-20 minutes, et je trouve ça très lourd. Moi, ça me passionne, mais je me suis dit que ce serait mieux de diviser l'analyse en plusieurs parties. Donc il se peut
que dans un futur proche, il y ait une autre partie, soit une seconde, peut-être une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, parce que Pixar c'est un univers extrêmement riche, soit sur le studio, soit sur les courts-métrages, soit sur même un autre film, carrément, parce que c'est un truc moi qui me passionne. Donc désolé en fait si c'était pas assez complet, mais il y avait trop de choses, je ne pouvais pas tout brasser, mais je voulais quand même ouvrir le débat, donc c'est ce que j'ai fait vers la fin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à me donner votre avis sur ce film et ce que vous en pensez. Allez voir le 2, je l'ai vu en avant-première, il est incroyable, allez voir, mais vraiment foncez, il est juste fou. N'hésitez pas donc à me suivre sur donc, YouTube, vous pouvez vous abonner, et également sur Twitter. Je suis sur Twitter, j'essaie de donner des petites nouvelles. Et sachez que l'été arrive et j'ai eu pas mal de taf annexe parce que je ne fais pas que des essais vidéo toute la journée, j'ai aussi un vrai travail. Et du coup, avec l'été qui arrive et je vais partir de temps en temps, je sais pas en fait quand est-ce que la prochaine vidéo va arriver, malheureusement. Elle va arriver à un moment donné dans votre vie, mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va arriver. Donc mettez la cloche, comme ça vous serez automatiquement prévenu pour la suite. Et j'espère que cette suite vous plaira en tout cas. Et j'espère ne pas vous avoir déçu. Portez-vous bien, restez vivants, lâchez une graine. Tchou.